Bien, mesdames et messieurs, est-ce que vous nous entendez tous et toutes? Est-ce que la liaison est bonne? Ouais, Je pense qu'il faut faire étoile 6. Faisons un essai seulement avec Monsieur Rivoire, par exemple. Comme alors, ça, Monsieur Rivoire, on va tester avec vous. Vous nous entendez? Oui, tout à fait bien. Je viens du centre, on vous entend. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. Merci. Bien, je vais donc débuter cette conférence de presse. D'abord, je voulais vraiment vous remercier pour votre participation à ces séquences de presse qui nous permettent de faire le point sur l'évolution de la situation de l'épidémie de la Covid-19 sur le territoire de la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour le faire, je suis accompagné, comme à chaque fois, je vous en remercie également d'ailleurs, par Jean-François Chadet, le recteur de l'Académie de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est en audioconférence. Monsieur le recteur, vous nous entendez, je l'espère. Vous êtes avec nous, je crois. Bonjour, monsieur le recteur, à vous. Voilà, je suis également accompagné de Nathalie Albert-Moretti, qui est la rectrice de l'Académie de Dijon, et de Pierre Pribly, le directeur général de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Je vais dire quelques mots pour introduire notre point de presse. Très simple, j'ai à l'essentiel parce que ce sont des informations très largement diffusées. Je dirais simplement que depuis 3 semaines maintenant, la situation sanitaire, la situation d'épidémie de la Covid-19 s'améliore dans notre pays. Je commencerai par une donnée positive. Il y a une baisse significative et rapide des différents indicateurs qui permettent de mesurer cette épidémie sur notre territoire. Le Premier ministre indiquait d'ailleurs hier que la France, c'est plutôt un point de satisfaction pour nous, était le pays d'Europe en ce moment où l'épidémie reculait le plus, en rythme de retrait de la Covid-19. Cela est le résultat, mais vous le savez bien, des mesures de freinage de l'épidémie qui ont été mises en œuvre par les pouvoirs publics, mais c'est plus encore, il faut le reconnaître, le résultat des efforts qui sont faits par nos concitoyens, dans un contexte qui reste quand même difficile pour un certain nombre d'entre eux, puisque la situation sanitaire n'avait pas permis, pendant la période du deuxième confinement, du plein deuxième confinement, de réouvrir en particulier les commerces. Quelques indications peut-être plus précises. Le directeur général de l'ARS pourra sans doute préciser mon propos. Au niveau national, nous tournons autour, un peu plus d'ailleurs, puisqu'il y a un plateau épidémique, j'y reviendrai, nous tournons autour d'un peu plus de 10 000 cas par jour. Il y a une baisse, mais nous restons à un niveau qui reste assez élevé. Quant au taux d'incidence, vous savez, qui mesure le rythme de reproduction de l'épidémie, il est au niveau national, si les informations sont bonnes, je prends les résultats, les données de ces derniers jours, qui ont été précisés par le Premier ministre. Le taux d'incidence est de 107 pour 100 000 habitants sur l'ensemble du pays. À titre de comparaison, qui illustre ce que je disais tout à l'heure, il est de 150 en Allemagne, de 250 en Italie et de 300 en Suisse, qui est un pays voisin de notre région et qui explique d'ailleurs peut-être pour une part une certaine difficulté que nous ressentons ici. Si la situation s'améliore, je pense qu'il faut tous avoir à l'esprit qu'elle est fragile, qu'elle reste compliquée, et en particulier que l'objectif qu'avait fixé, qu'avait précisé le président de la République comme horizon pour rythmer les évolutions des dispositions publiques sous l'angle de l'adaptation du confinement, les objectifs fixés ne sont pas atteints, en particulier sur l'identification des nouveaux cas journaliers. L'objectif était de 5 000 nouveaux cas, nous restons au-dessus de 10 000. Donc nous n'atteignons pas les objectifs qui étaient fixés.
Et sur notre région, la situation est encore un peu plus fragile, il faut le dire. Nous partions aussi d'un peu plus haut, puisque pour donner qu'un seul indicateur, le taux d'incidence était il y a quelques jours de 169 sur l'ensemble de la région, Bourgogne-Franche-Comté, avec des variations d'ailleurs selon les départements. Et au niveau national, je le disais, il est de 107. Donc l'effort, la différence reste quand même tout à fait significatif, et notre système hospitalier reste beaucoup plus en tension qu'ailleurs. Il est plus exposé qu'ailleurs, et nos personnels soignants sont encore extrêmement sollicités. Dans ce contexte, il est bien clair que la vigilance et les mesures de précaution restent nécessaires, indispensables. C'est la façon pour les individus et pour notre collectivité, dans ce qui constitue une forme de course de fond, de maîtriser cette épidémie et de modérer ces dommages que je pourrais qualifier de collatéraux sur l'économie et sur la vie sociale de notre pays. Dans ce contexte, là aussi j'irai à l'essentiel, où il y a des signes d'amélioration, mais une situation qui reste quand même assez préoccupante sur un certain nombre de points. Le Premier ministre a annoncé hier un certain nombre de mesures d'adaptation du confinement. Je les rappelle d'un mot. D'abord, la mise en place d'un couvre-feu à partir du 15 décembre, couvre-feu de 20h à 6h du matin, période pendant laquelle les déplacements ne seront pas autorisés, sauf des exceptions limitatives, en nombre limitatif et dûment justifiées. S'agissant des établissements du public, vous le savez, c'est dur pour cette profession, nous le savons. Les établissements recevant du public comme les cinémas, les théâtres, les casinos, les salles de spectacle resteront fermées, avec un horizon de vérification de la situation au 9 janvier prochain. Mais, c'est plutôt une bonne nouvelle, les déplacements deviennent possibles à partir du 15 décembre entre régions. Donc il n'y a plus la limitation de déplacement à 20 km. Le télétravail, naturellement, reste fortement recommandé dans les entreprises et dans les administrations. Vous savez que le Premier ministre a précisé que pour la nuit du 24 au 25 décembre, le couvre-feu ne s'appliquera pas. Et je pense que le message qu'il faut passer à nos concitoyens, c'est toujours le même, c'est qu'il faut limiter pendant cette période les regroupements familiaux. Et limiter le plus strictement possible le nombre de 6, nous l'avons, je crois, tous à l'esprit. Les enjeux de prévention restent plus que jamais d'actualité pour combattre cette épidémie. C'est la seule façon d'agir. La prévention, je l'ai dit, ce sont les gestes barrières, toujours utiles, toujours nécessaires. C'est le télétravail pour limiter les interactions dans les organisations. C'est aussi la stratégie de test, du traçage, qui a été réaffirmée hier par le Premier ministre et le ministre de la Santé, avec quelques adaptations. Et là, j'insiste vraiment, je pense qu'il faut que nos concitoyens puissent bien se pénétrer de cela, c'est tout à fait essentiel. J'insiste sur l'isolement. Quand on est cas contact ou qu'on a la Covid, il faut absolument s'isoler. C'est une nécessité pour soi-même, mais aussi pour protéger les autres. Et cette nécessité d'isolement, elle n'est pas toujours comprise. Elle doit être rapide. C'est une façon de casser la chaîne de l'épidémie. Le Premier ministre a annoncé hier, d'ailleurs, une charte qui doit être proposée aux personnes qui seront soumises ou qui sont soumises à cette contrainte d'isolement. Et puis en fait, je terminerai par là. C'est un chantier qui s'ouvre. Nous avons commencé sur la base des orientations du gouvernement à y travailler. L'Agence régionale de santé est mobilisée sur ce sujet. Nous préparons la vaccination, la stratégie de vaccination.
en 3 temps, 3 phases. Première phase, sans doute au début de l'année, maintenant très rapidement, qui concernera les personnes les plus âgées dans les établissements, les personnes âgées, il y a que des personnes âgées, de différentes catégories. En février-mars, une ouverture de la vaccination aux personnes âgées, aux personnes vulnérables, et un élargissement envisagé auprès du grand public, sur toute la population, au printemps, rythmé bien entendu à la production des différents vaccins qui sont annoncés pour lutter contre la Covid. Nous attendons d'ailleurs sur les premiers vaccins, 2 premiers vaccins, nous attendons un avis des autorités sanitaires compétentes, et en l'occurrence l'Agence européenne des médicaments et la Haute Autorité de santé publique en France, car ce n'est pas le gouvernement, ce sont les autorités sanitaires responsables de ces sujets qui donnent les indications nécessaires pour l'utilisation de ces vaccins. Il y a donc une perspective qui s'ouvre pour notre pays et d'ailleurs les autres pays du monde. Cette épidémie est mondiale. Donc l'enjeu de la vaccination est un enjeu absolument majeur. C'est un acte altruiste que de se faire vacciner. Il protège chaque individu, il protège également son entourage et il permettra, je pense, au processus de mettre fin à cette épidémie tout à fait inédite qui provoque bien des difficultés. D'ici là, il nous faut en fait tenir. Ce que je le disais, c'est une course de fond. Il nous faut tenir, car ce virus, il met à l'épreuve finalement ce que nous sommes, des individus qui vivent en collectivité, rassemblés, qui partagent en commun une vie collective autour des principes généraux de la nation, qui doivent donner une perspective à l'action de chaque individu. Voilà ce que je voulais vous dire pour introduire cette conférence de presse. Je vais laisser la parole à Pierre Prédy, le directeur général de l'Agence régionale de santé, Bourgogne-Franche-Comté, qui va vous donner un focus plus précis que je ne l'ai fait sur le volet sanitaire de cette épidémie sur notre région. Pierre Prédy, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Préfet. Bonjour à tous. Alors effectivement, vous l'avez dit, Monsieur le Préfet, la situation aujourd'hui est meilleure que celle qui était la nôtre au début du mois de novembre, lorsque nous étions en train de franchir le pic de cette deuxième vague. Mais malheureusement, nous vous l'indiquions la semaine dernière, dans le point épidémique hebdomadaire de l'ARS, la semaine dernière, nous vous disions que la situation épidémique cessait de s'améliorer dans la région. Et cette semaine, il n'y a toujours pas d'amélioration. Donc on est effectivement sur ce qu'on appelle un plateau. Et je viendrai par la suite que la difficulté, c'est que ce plateau, il est très élevé, et tout particulièrement dans notre région. Je vais en venir aux données, notamment de taux d'incidence et de positivité des tests, en vous alertant dans le traitement de ces données sur le fait que ces données publiées par Santé publique France ont changé de mode de calcul cette semaine pour intégrer pleinement les résultats des tests antigéniques. Donc vous ne pouvez pas les comparer chiffre à chiffre à celles qui ont été fournies la semaine dernière. C'est un point de difficulté, mais je souhaite le mentionner pour pas qu'il y ait d'erreurs d'interprétation. Vous allez voir que les chiffres d'incidence sont plus élevés, ce qui est normal puisqu'on intègre les résultats positifs des tests, les résultats des tests antigéniques. Les taux de positivité des tests, eux, sont décalés et plus faibles, notamment parce qu'on intègre des résultats de tests de personnes qui avaient déjà été testées, mais il y a maintenant plusieurs mois, alors qu'auparavant, ils étaient exclus du calcul de taux de positivité. Donc ça est un peu technique, mais c'est une alerte pour ne pas qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation dans les données et en comparaison des données que nous publions chaque semaine. Alors sur le taux d'incidence, au 7 décembre, donc les données publiées hier soir par Santé publique France amènent même notre région à
à près de 180 pour 100 000 habitants. Et c'est le taux d'incidence le plus élevé de France. C'était déjà le cas la semaine dernière, ça le reste cette semaine. Donc non seulement c'est, comme vous l'avez indiqué, monsieur le préfet, très au-dessus de la moyenne nationale, qui est à peine un peu plus de 100, 107, mais en plus, c'est le taux d'incidence le plus élevé de toutes les régions françaises. Avec en particulier 3 départements de notre région qui sont autour de 200 pour 100 000. C'est le cas de Lyon et du Jura, voire très au-delà de 200, puisque le Doubs est à près de 240. Ces 3 départements donc, sont parmi les départements français les plus, où le virus circule le plus. Si on regarde le taux de positivité des tests, qui donne aussi une idée du niveau de circulation du virus, il est, avec les nouvelles méthodes de calcul de Santé publique France, de 8,9% dans notre région. C'est le deuxième le plus élevé de France. Auvergne-Rhône-Alpes a un point de plus que nous, 9,9%. Mais c'est très au-dessus, là aussi, de la moyenne nationale qui est à 6,4%, toujours aux données disponibles hier soir auprès de Santé publique France. Et quand on regarde à l'échelle départementale, il y a un département qui se démarque particulièrement, c'est le Doubs, qui a un taux de positivité des tests de 12,5%, qui est le plus élevé de France, juste après la Haute-Savoie. Donc, toujours pas d'amélioration depuis la semaine dernière, et une baisse du coup qui, après le franchissement du pic, s'est interrompue maintenant depuis de nombreux jours dans notre région, avec un très très haut niveau de circulation virale. Évidemment, le résultat de tout ça, c'est que ce plateau de circulation du virus, on le retrouve dans l'activité hospitalière. On a toujours, avec les données d'hier, plus de 1700 personnes hospitalisées dans notre région. Évidemment, à force de répéter ce chiffre, on finit par s'y habituer, mais c'est un chiffre extrêmement élevé. Et pour mémoire, ça fait maintenant des semaines qu'il y a plus de 1700 personnes hospitalisées dans les hôpitaux de la région du fait de cette épidémie. Pour mémoire, ce chiffre est toujours plus élevé que celui qui était au pic de la première vague. Donc ce sont nos hôpitaux dans la région ont une activité liée à cette épidémie qui est durablement, depuis des semaines, au-delà du pic de cette activité lors de la première vague. En réanimation, on enregistre une légère baisse, mais les bonnes nouvelles étant rares, il faut tout de même les prendre, puisqu'on est à 194 personnes en réanimation hier. Donc on passe en dessous de 200, c'est une bonne nouvelle, même si je vous rappelle que 200, c'est le nombre de places d'habitude disponibles en réanimation dans notre région. Elles sont donc, à l'heure où on se parle, quasiment toutes occupées par des patients souffrant d'une seule pathologie, ce qui reste totalement exceptionnel. Dans ce contexte, nous avons dû poursuivre et même reprendre, pour ce qui concerne les patients de médecine, des transferts de patients entre hôpitaux, toujours pour éviter des situations de saturation locale. Depuis le début de cette deuxième vague, on a effectué plus de 240 transferts entre établissements, donc plus de 140 en médecine et près de 100 patients de réanimation, dont 16 hors de la région. Un nouveau patient a dû être transféré hier vers la région Grand Est. L'épidémie reste meurtrière, elle est encore dans la semaine écoulée. Une centaine, nous déplorons près de 100 décès en EHPAD et plus de 130 à l'hôpital. Donc on a un rythme de mortalité qui reste extrêmement élevé. Et puisque chaque semaine, entre 200 et 250 personnes meurent de cette maladie dans notre région. Pour finir, je dirais que ce plateau, il est très inquiétant parce qu'il est très élevé en réalité. Si on était sur un plateau bas, ce serait une victoire. On aurait une épidémie qui ne progresse plus à un niveau faible. Là, en fait, il est très élevé. Et donc il est inquiétant à double titre. Et la première chose, c'est parce qu'il fait peser une charge extrêmement lourde sur notre système de soins.
depuis longtemps maintenant, et que, outre le fait que c'est préjudiciable, évidemment, à la qualité de vie au travail de nos professionnels qui sont soumis à rude épreuve, évidemment, ça a une conséquence sur la capacité à prendre en charge toutes les personnes qui ont besoin de soins pour d'autres pathologies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième source d'inquiétude, c'est que, étant à un niveau élevé, cette haute circulation du virus constitue un réservoir très important de personnes atteintes du virus. De personnes atteintes du virus dans notre région. Et quand on a comme ça un réservoir de circulation virale, ça peut à tout moment constituer le plancher d'un rebond épidémique. Et c'est évidemment ce qu'il faut absolument éviter. Alors pour éviter ça, il n'y a pas d'autre solution que, comme l'indiquait M. le Préfet tout à l'heure, garder le bon réflexe du dépistage. C'est très important, ne pas oublier de se faire dépister au moindre symptôme évocateur de virus. Nous avons réinsisté là-dessus cette semaine. Notre région n'a pas à rougir de son rythme de dépistage. Ça fait partie très régulièrement, quand ce n'est pas la première région, c'est la deuxième ou la troisième de France où le taux de dépistage est le plus élevé. Donc les capacités sont là, l'organisation est là, et il ne faut surtout pas hésiter à recourir au dépistage au moindre symptôme. Il y a une deuxième consigne, je veux réinsister là-dessus, vous l'avez fait, M. le Préfet, c'est celle de l'isolement. Bien sûr, lorsqu'on est testé positif, mais même avant. C'est-à-dire que lorsqu'on ressent des symptômes et qu'on va donc s'engager dans un dépistage, même dans l'attente du rendez-vous, et puis ensuite dans l'attente des résultats, on reste isolé. C'est très très important pour éviter d'être soi-même un vecteur de transmission et de circulation du virus. Et puis bien sûr, encore et toujours les gestes barrières en toutes circonstances. Vous voyez, à tous les niveaux, la vigilance maximale reste de mise compte tenu de la situation épidémique. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Recteur, Jean-François Chanet. Merci. Je vous en prie, Monsieur le Recteur. Alors, ce que je vais dire est tout à fait dans la continuité de ce que nous venons d'entendre. Nous avions, nous aussi, constaté dans les établissements scolaires une amélioration qui s'est arrêtée. Les chiffres que nous remontons aujourd'hui, sur la base de données arrêtées hier à 13h, nous avons 230 élèves cas confirmés, cumulés sur les 7 derniers jours, ce qui reste évidemment très peu par rapport aux 248 000 élèves de l'Académie de Besançon, 0,09%. Mais la semaine dernière, nous n'avions que 209. Et donc, nous nous maintenons sur ce plateau qu'a décrit M. Clubé. L'augmentation en 24 heures était donc de 27 cette semaine, de 32 la semaine dernière, on est dans les mêmes eaux. Et si on regarde la courbe des chiffres depuis la rentrée de novembre, la rentrée du matin de la Toussaint, nous étions à 407 cas confirmés chez les élèves le 12 novembre, 633 le 19 novembre, nous étions redescendus à 324 le 26 novembre, à 209 la semaine dernière, et nous sommes donc à 230 cette semaine. Même tendance chez les personnels de l'éducation nationale, nous en étions à 81 cas confirmés le 12 novembre, 79 le 19 novembre, 26 le 26 novembre, 33 le 3 décembre et 42 cette semaine. Ce qui reste très peu, là encore, sur les 22 770 personnels, ça représente seulement 18%, et nous restons à une augmentation de 2 en 24 heures, qui était déjà celle que nous signalions la semaine dernière. Chez les personnels hors éducation nationale, les agents des collectivités, nous sommes dans les mêmes eaux également. On signalait 19 cas confirmés le
19 novembre, nous étions à 15 le 26 novembre, 11 le 3 décembre, et nous sommes à 15 cette semaine. Nous n'avons à aucun moment pu fermer des structures scolaires, des établissements, depuis la rentrée de novembre et bien sûr auparavant depuis la rentrée de septembre. Il faut s'en féliciter pour la continuité des apprentissages des élèves et il faut s'en féliciter comme une preuve de l'efficacité du protocole sanitaire. Nous l'avons dit Nathalie Berbouretier et moi et nous le répéterons encore aujourd'hui. C'est parce qu'il y a une très grande vigilance, un très bon respect des consignes et une très bonne efficacité du contact tracing grâce à la coopération avec l'ARS, les assurances maladie, que nous arrivons à ne pas augmenter de façon significative le nombre d'élections par rapport à un cas confirmé, déclaré. Le nombre d'élections reste dans une proportion satisfaisante par rapport au nombre de cas confirmés. Nous avons un nombre de classes momentanément fermées en raison de l'apparition d'éventuels clusters ou de cas contacts, c'est assez nombreux, qui reste lui aussi globalement stable, mais qui est en légère augmentation tout de même, là encore. Nous n'avions qu'une classe fermée le 12 novembre, 7 le 19 novembre, 13 le 26, 7 seulement la semaine dernière et 18 aujourd'hui. Alors, je ferai écho à ce qui a été dit par vous, M. le Préfet, et par M. le Directeur général de l'ARS sur un autre point qui est la campagne de test. Nous sommes engagés, là encore grâce à une très bonne coopération interministérielle, dans une campagne de test qui a deux volets, une priorité donnée au personnel dans l'accès aux tests PCR en laboratoire, en pharmacie, et en complément de cette priorité,
l'Académie de Dijon de s'exprimer si elle le souhaite, Madame la rectrice. Merci, Monsieur le Préfet. Quelques chiffres à mon tour sur la situation dans les écoles et établissements scolaires de l'Académie de Dijon. Dans cette académie, nous n'avons pas non plus de structure scolaire fermée à cette date. Donc, zéro structure scolaire fermée. Nous assistons à 4 classes fermées à ce jour, enfin situation au 11 décembre, reposant sur les données collectées sur les 7 jours précédents. Donc 4 classes fermées, une en école. Concrètement, il s'agit d'une classe fermée dans l'école élémentaire Les Portefeuilles à Fontaine-les-Dijon et 3 classes fermées en collège. Une dans la Nièvre, au collège privé Saint-Léonard à Corbigny, 2 en Saône-et-Loire, en collège Jean Moulin à Marcigny et collège Nicolas Copernic à Saint-Vallier. Les chiffres de cas Covid chez les élèves ou d'élèves en éviction sont plutôt un petit peu en baisse, si on peut donner une note d'espoir. Au 11 décembre, 166 élèves cas Covid confirmés. C'était 180 cas la semaine dernière et c'était 536 il y a 3 semaines. Donc on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu positif, si on peut regarder les choses avec optimisme, ça fait du bien. 453 élèves en éviction, ils étaient 718 jeudi dernier, pour mémoire, et ils étaient 1597 la semaine d'avant. Et puis, s'agissant des personnels de l'éducation nationale cas Covid confirmés, 19 personnels dans l'Académie de Dijon, exactement comme la semaine dernière. Donc là, qui confirme l'idée de plateau que Pierre Préville a parfaitement décrite. Donc on est plutôt sur une évolution en légère baisse, mais légère baisse, ce qui va tout à fait dans le sens de tout ce qui a été dit depuis le début de cette conférence de presse, c'est-à-dire le maintien de la plus grande vigilance dans le respect des gestes barrières, dans le respect de l'isolement dès lors qu'on manifeste des premiers symptômes possibles ou que l'on est cas contact. Il ne s'agit absolument pas de baisser dans le respect de ces attitudes qui nous protègent, l'ensemble de nos concitoyens. En termes de continuité pédagogique, on est dans une continuité, si je peux dire les choses comme ça. Elle est désormais bien assise. Ça fait plusieurs fois que je vous donne des éléments sur celle-ci. Quant à l'hybridation mise en place d'un point de vue pédagogique dans les lycées, on est, je crois, là face à une certaine sérénité des équipes, puisque les modalités sont désormais bien rodées, ça fonctionne bien. Les lycéens sont évidemment extrêmement contents de ne pas être retombés dans un confinement total comme ils l'avaient rencontré avant les grandes vacances, et donc très contents de la formule hybride qui leur assure un contact régulier et du présentiel régulier lui aussi. Je vous rappelle que 42 plans d'adaptation des modalités pédagogiques ont été remontés au sein des lycées de l'Académie de Dijon. Certains établissements commencent aussi, pour se donner de l'espoir, à réfléchir à un retour en présentiel un peu plus important. C'est pour bien d'avoir un horizon un peu plus clair pour donner le moral aux équipes et aux élèves.
Et puis, on a procédé, monsieur le recteur de région le confirmera avec plus de précision que ce que je vais dire, on a procédé à une enquête sur les besoins en équipement numérique pédagogique s'agissant des élèves donc, dans le cadre de la région académique. Et cette enquête montre qu'il y a encore un volume de besoins non couverts assez important en équipement numérique. Encore un besoin d'à peu près 200 ordinateurs pour les 19 lycées de l'académie qui ont répondu, ce qui montre qu'on doit continuer à travailler en lien avec le conseil régional pour réussir à répondre à ces besoins exprimés. Et c'est ce que nous faisons puisque de manière quasi hebdomadaire, nous avons des réunions avec le conseil régional pour aborder ces points. Voilà ce que je voulais dire, monsieur le préfet. Je suis sur la question. Merci beaucoup, madame la rectrice. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Et nous sommes les uns les autres à votre disposition si vous avez des questions particulières à nous poser. Étoile 6. Alors, il faut faire étoile 6. Comme à chaque fois. Michel Denel, du journal du Centre, dans la Monsieur le Préfet, Oui. j'aurais aimé savoir relativement au couvre-feu, concernant les quelques activités commerciales qui pouvaient jusqu'à maintenant perdurer au-delà de 20 heures, comme les quartiers, comme les pizzerias, les choses, par exemple, les quasi commerces qui s'étaient adaptés un petit peu à faire des plats pour les personnes qui venaient les chercher. Comment ça va se passer, s'il vous plaît? Écoutez, le couvre-feu signifie, à partir de 20 heures, la fermeture des activités. Ils sont ouvertes au public. C'est la logique même du couvre-feu. Oui, tout type d'activités qui se traduisent par l'accueil de public, en particulier les activités commerciales. Oui, c'est le principe même du couvre-feu. Oui, avec peut-être, le glisse le directeur de cabinet, Dani Dassoud qui est avec nous, la possibilité de maintien des livraisons en forme de click and collect, c'est ça. Oui, entre autres. Et le principe général, c'est que les commerces sont fermés. Le couvre-feu, c'est qu'on ne circule plus sur la voie publique pendant la période du couvre-feu. C'est le principe général de ce dispositif. Donc là, de 20h à 6h. Dans la journée, la circulation, je l'ai précisé, reste possible. Bon, merci. J'avais une autre question, j'en profite, concernant l'isolement. Vous avez parlé de la mise en place prochaine d'une charte. Vous avez déjà une idée de ce qu'elle contiendra? Elle sera très impérative? Non, c'est un... Je vais laisser Pierre Préville peut-être préciser les choses, mais là j'ai repris les propos du Premier ministre qui a annoncé... Vous savez qu'il y a un débat dans le pays sur la question de l'isolement, de la pratique de l'isolement, qui, comme on l'a dit avec Pierre Préville, avec les tests, est une clé fondamentale pour casser la chaîne épidémique. Se tester le plus vite possible et s'isoler, l'isolement. Et le gouvernement travaille sur l'idée d'un mode d'isolement qui soit plus engageant pour les personnes. Et donc, il y a l'idée de l'élaboration d'une charte pour ces personnes à l'isolement, pour qu'il y ait un engagement sur le respect de l'isolement. Je vais laisser Pierre Préville, si vous avez des précisions, Pierre. Oui, cette charte est en cours d'élaboration. L'esprit, c'est qu'au moment où une personne se fait tester, elle puisse, sur la base d'un document, à la fois prendre connaissance de manière claire des consignes d'isolement et aussi des raisons pour lesquelles ces consignes sont données. Il faut qu'on applique une consigne que si on en comprend le sens. Donc c'est l'esprit à la fois d'abord pédagogique et ensuite qu'à l'issue de cette lecture, la personne puisse de fait s'engager à le respecter. L'idée c'est de favoriser l'expression d'une responsabilité individuelle forte et donc éclairée. C'est l'esprit de cette charte. Mais je rappelle que l'isolement, en réalité,
quand on va se faire tester, c'est parce que soit on a été identifié comme cas contact, et donc appelé par l'assurance maladie, par exemple, soit parce qu'on a des symptômes, et donc on décide de prendre rendez-vous ou d'aller faire un test. Et donc, en réalité, dans les deux cas, l'isolement, il doit commencer avant le résultat du test et avant même la pratique du test. Quand vous avez des symptômes, vous passez un coup de fil à un laboratoire, à un pharmacien pour prendre un rendez-vous. Mais avant le rendez-vous, vous restez chez vous, vous isolez, parce que si effectivement le résultat du test est positif, alors si vous avez vécu comme si de rien n'était pendant cette période-là, eh bien, la liste des personnes contacts va être importante et la probabilité pour que vous ayez transmis le virus avant même d'être certain d'être vous-même infecté est importante. Donc c'est ça l'esprit de l'isolement, et c'est vrai que ces dispositions, il y en aura d'autres, notamment pour faciliter l'isolement à domicile. C'est qu'on s'est rendu compte quand même depuis maintenant de nombreux mois que cette notion d'isolement était mal comprise, et donc l'esprit c'est d'essayer de la rendre plus intelligible et donc mieux respectée. Est-ce que, puisque j'en termine... Oui, je vous en prie, monsieur, allez-y. Puisqu'on est dans l'idée d'une charte, est-ce qu'elle pourrait induire une forme de contrôle quelconque dans son respect? Alors, je crois qu'on n'en est en réalité pas là. Comme le disait le directeur général de l'ARS, on est sur l'idée d'un consentement éclairé sur la base d'une information précise qui engage la personne. Et donc ça repose sur un acte de responsabilité et de confiance. C'est la base du fonctionnement de notre pays. La responsabilité de chacun. Nous en avons parlé à plusieurs reprises tout à l'heure. Ça reste le cas pour l'isolement. Il y a d'autres pays qui ont des pratiques un peu plus coercitives. Le débat s'est posé dans notre pays. Le gouvernement a fait le choix de maintenir un acte volontaire éclairé qui engage les personnes avec un dispositif d'information adapté et d'appui auprès des personnes isolées qui peuvent avoir parfois besoin d'aide et de soutien. Je vous remercie. Oui, bonjour, Alexandre Grosbois de l'agence France Presse. Une question pour M. Prudil, notamment sur le chiffre des personnes hospitalisées. Je n'entends pas bien avec ce combiné. Il s'agit de 1700 hospitalisations en ce moment, c'est ça? Oui, tout à fait, plus de 1700. Alors hier c'était 1732, on verra combien ce sera aujourd'hui, mais en fait ça fait des jours, même des semaines qu'on est à plus de 1700 personnes hospitalisées à chaque jour. Enfin, ce n'est pas les personnes qui rentrent chaque jour, c'est les personnes qui sont à l'hôpital à l'instant où on se parle. Alors, ce ne sont pas les mêmes personnes depuis des semaines, donc il y en a qui rentrent et qui sortent, mais au total ce sont 1700 places d'hospitalisation qui sont occupées à chaque instant par quelqu'un qui souffre de Covid-19. Entendu, merci. Et deux autres questions. Donc, j'ai bien noté la légère baisse en réa avec 194 patients admis hier. Quelle est la capacité totale dans la région en réa, s'il vous plaît? Oula, en temps normal, elle est de 200. Et là, elle est beaucoup plus, elle est bien plus importante. À l'heure où on se parle, vous avez aussi, en général, à peu près 100 personnes supplémentaires en réanimation du fait d'autres pathologies. Donc là, vous en avez 194 du fait qui souffrent de Covid-19, donc à peu près 200, et vous avez au total à peu près 300 personnes en réanimation. On est capable de monter encore un petit peu plus s'il le faut, donc on n'est pas à saturation proprement dite, mais on est en très claire surchauffe. Et c'est la raison pour laquelle encore quelques transferts ont lieu de temps à autre, en général vers la région Grand Est. C'est pour d'abord ne jamais être à saturation et surtout pouvoir réaliser notamment les interventions chirurgicales qui deviennent urgentes et qui nécessitent, à la suite de l'intervention, de disposer d'une place en réanimation. Donc on s'efforce avec les hôpitaux de ne jamais les mettre non seulement en situation de saturation pour pas qu'on ait une difficulté à mettre en réanimation un patient Covid qui devrait y entrer, et pour pas non plus qu'on les contraigne à ne pas pouvoir prendre en charge des urgences non Covid
qui doivent aussi pouvoir être prises en charge. Et c'est pour ça que la persistance de ce très élevé nombre de patients en réanimation est une difficulté majeure, parce que plus le temps passe, plus une intervention qui peut-être il y a 2-3 semaines n'était pas suffisamment urgente et pouvait être décalée, ne peut plus l'être. Et donc le nombre de places dont nous avons besoin pour d'autres pathologies va progressivement converger vers le nombre habituel. Et habituellement, dans notre région, on a à peu près 160-170 personnes en réanimation pour des pathologies tout autres. Donc vous voyez, déjà aujourd'hui, on est moins, puisqu'on a une centaine. Donc on n'est pas encore en situation d'assurer les soins dont la population a besoin d'habitude. Et vous voyez, c'est une alchimie un peu difficile dans les hôpitaux des régions, et qui justifie que, même si nous ne sommes pas à saturation, nous ayons recours à des transferts vers d'autres régions de temps à autre. Le transfert qui a été mené hier vers le Grand Est, c'était le premier transfert depuis quand? Oh, non, il me semble que nous en avions eu d'autres la semaine précédente. Donc chaque semaine, on procède à quelques transferts. Ce sont des décisions difficiles, parce que ça expose les patients en transport, et c'est jamais facile, surtout pour des patients qui ont besoin d'une prise en charge lourde. C'est difficile parce que ça expose les patients et leurs familles à un éloignement. Et donc on doit toujours peser avec les équipes médicales la capacité à transférer et la nécessité de ce transfert au regard des autres prises en charge urgentes. Donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas de manière absolument massive, mais néanmoins régulière, pour éviter de devoir renoncer à des prises en charge, notamment de patients non Covid. Très bien. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, simplement une dernière question. Cette pression qui dure maintenant depuis plusieurs semaines doit vraiment peser sur les troupes. Comment se passent les choses dans les établissements en termes de présence au travail, en termes de coût moral de cette surcharge? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus, s'il vous plaît? Si la question, par exemple, porte sur l'absentéisme, il n'est pas plus élevé que d'habitude. Je veux vraiment souligner que les équipes tiennent le coup et sont extrêmement présentes pour faire face à tout ça. C'est remarquable d'engagement professionnel, d'engagement dans le service public. Et donc, comment vous dire, les équipes, elles tiennent le coup, mais évidemment, plus le temps passe et plus c'est dur. Et donc, tout ce que nous pouvons faire individuellement et collectivement pour faire obstacle à la propagation du virus est la meilleure façon pour chacun de nos concitoyens d'exprimer à la fois sa reconnaissance et sa solidarité avec ses équipes. Moral des troupes. Pardon? Sur le moral, écoutez, c'est à la fois c'est un mélange, moi ce que je perçois, en tout cas quand j'échange avec les équipes, c'est un mélange d'engagement extrêmement fort, c'est-à-dire vraiment de volonté de vaincre cette épidémie et de sauver des vies. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est ce qui anime ces professionnels tous les jours, dans l'exercice de leur fonction. Donc il y a cette volonté de combattre, et qui d'ailleurs est exemplaire et mériterait que l'on s'en inspire tous, parce que j'entends parfois des propos un peu de grande lassitude, on sent de la lassitude, y compris d'ailleurs des interrogations sur la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières, un peu de fatalisme, etc. Je trouve que du coup, on aurait à s'inspirer collectivement de cette abnégation, de cet engagement, de ce volontarisme des équipes soignantes. Et puis aussi, bien sûr, quand même une fatigue et une lassitude aussi qui n'est pas démobilisatrice, mais notamment par le fait que finalement, parfois, ils ont le sentiment de se trouver un peu seuls. Vous voyez, de se trouver un peu seuls, alors que ce combat, il n'engage pas seulement les soignants, il doit engager toute la société. Se battre contre l'épidémie, c'est soigner ceux qui en sont victimes, et c'est au quotidien prendre soi-même, pour soi, pour ses proches, toutes les dispositions pour éviter d'être un élément de sa propagation. Et donc c'est vraiment un combat collectif, et je trouve que ce qui pèse peut-être le plus sur le moral des équipes, notamment dans les hôpitaux, c'est pas tant la charge de travail
que le sentiment parfois que le débat public ou une forme de perte de bons réflexes dans la société les laisse parfois du coup un peu seuls sur le front du combat. Il faut vraiment montrer dans les actes que chaque concitoyen se sente acteur de ce combat, y compris dans sa vie quotidienne. Merci. D'autres questions, mesdames, messieurs? Oui, Stéphane Paris, pour France Bleu Bourgogne, bonjour. Question pour M. Préville et une question pour M. le Préfet. Alors, pour rebondir à mon collègue de l'AFP, justement, cette pression hospitalière, question M. Préville, est-ce que, en cette période de fin d'année, de fête, de congé pour les personnels hospitaliers, est-ce que des consignes ont été passées dans les établissements hospitaliers pour que les personnels soignants repoussent leur souhait de congé pour cette fin d'année? Non, tous les hôpitaux font tout pour arriver à préserver du temps de repos, et en particulier pendant les périodes de congé pour le personnel. C'est évidemment un casse-tête dans chaque établissement, mais tout est fait pour préserver des temps de repos qui sont nécessaires. Hein. On ne peut pas enchaîner sans s'exposer à de graves difficultés, y compris sur la continuité du service public, du travail sans s'arrêter. Et c'est pour ça aussi que les déprogrammations qui sont maintenant notre lot depuis plusieurs semaines vont se poursuivre, y compris pour non seulement prendre en charge les patients que l'on doit absolument prendre en charge, et pour assurer une rotation des temps de repos aux équipes. C'est pas facile à organiser, mais ça fait partie des priorités absolues dans chaque établissement, parce qu'il faut tenir sur la durée. On ne sait pas encore de quoi sont faits les semaines et les mois à venir, mais à coup sûr, il faut se préparer, y compris à des situations de rebond. Donc, on escompte par exemple, je dois vous le dire, un rebond du fait évidemment des fêtes familiales de Noël. Les dispositions qui ont été prises par le gouvernement sont de nature à limiter ce rebond, mais il y en aura nécessairement du fait des retrouvailles familiales de Noël, et donc il faut se préparer à l'encaisser. Vous savez que ça arrive en gros 10 jours après, donc à la sortie des vacances scolaires, et les établissements s'y préparent d'ores et déjà. Donc les personnels seulement peuvent prendre des congés en fin d'année. Mais selon des plannings très complexes et très rigoureux qui sont travaillés dans chaque établissement. Merci M. Préville. Une question donc pour M. le Préfet. On a bien compris donc, que les théâtres, les cinémas, les discothèques, les établissements donc, accueillants du public, c'est les transports à fermés encore pour 3 semaines. Une question, on n'a pas parlé des conservatoires qui accueillent en majorité un public jeune. Est-ce que les conservatoires restent également fermés encore pendant 3 semaines? Oui, je vous réponds positivement. Les conservatoires restent fermés pendant les 3 prochaines semaines. Voilà. J'ai fait d'ailleurs à un de vos collègues une petite erreur tout à l'heure sur une question qui m'était posée sur le couvre-feu de 20h à 6h du matin. Les commerces doivent naturellement fermer, mais le click and collect n'est pas possible. Hein. Voilà, je corrige mon propos tout à l'heure qui n'était pas tout à fait exact, car nous ne sommes pas dans les motifs de dérogation qui sont prévus par la réglementation à partir du 15 décembre. Merci M. le Préfet, j'ai plus d'autres questions. Merci à vous, mesdames et messieurs. Voyez-vous d'autres sujets évoqués? Oui, madame. Sylvie Godel-Jardot pour M. Préville, s'il vous plaît. Ce matin, il y a deux entités qui ont dit que les vaccins ne seraient prêts que fin 2021 suite aux essais cliniques. Donc ce serait repoussé suite aux essais cliniques. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à cela, s'il vous plaît? Oui, effectivement, plusieurs laboratoires sont en train de développer des vaccins, et tous ne sont pas aussi avancés les uns que les autres. Et vous voyez d'ailleurs que certains d'entre eux sont amenés à repousser leur calendrier de mise sur le marché des produits. Donc ça montre que
D'abord, ça montre que c'est pas facile de développer un vaccin et que donc ceux qui y parviennent sont particulièrement méritants et c'est un travail important qui est fait et que j'entends parfois que le travail aurait été bâclé. Ben non, c'est très rigoureux, hein, le mode de contrôle des vaccins, le mode d'analyse des données produites par les laboratoires. Et il n'est pas question de rendre ce travail moins rigoureux parce qu'il y aurait une urgence. D'ailleurs, c'est ce qui explique que, y compris les deux premiers laboratoires qui aujourd'hui se sont déclarés prêts, écoutez, notre pays a fait le choix d'attendre l'expertise de l'Agence européenne des médicaments, de la Haute Autorité de Santé, et de ne pas mettre sur le marché ces produits de manière précipitée. Donc, on est dans l'attente de cette expertise, et on espère bien sûr qu'elle soit favorable et qu'elle nous permette de démarrer le plus vite possible des vaccinations. Mais ces reports, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés, mais heureusement, il y a d'autres laboratoires qui, eux, visiblement, ne rencontrent pas de difficultés. Et d'autre part, ils démontrent que la rigueur est à l'œuvre dans la réalisation des essais cliniques, et ensuite, bien sûr, dans leur contrôle et la mise en place de toutes les réglementations habituelles de mise sur le marché et d'utilisation de ces produits par les médecins. Merci. Voilà, j'ajoute peut-être d'un mot que nous aurons l'occasion régulièrement de revenir vers vous lors de ces points de presse pour vous tenir au courant de l'évolution du dispositif de vaccination. D'autres questions? Ça vous paraît clair, mesdames, messieurs? Bien, écoutez, merci à nouveau de votre disponibilité. Oui, une dernière question, bonjour. Oui, Frédéric Gymnase de l'Est Républicain. C'est à l'adresse de M. Pruville. Il y avait un son absolument abominable, parce qu'il doit être dans une pièce qui fait énormément d'écho. Est-ce qu'il pourrait vous communiquer, soit par mail, soit tout de suite, les principaux chiffres qu'il a pu donner? Oui, là, vous les envoyez, mais en fait, juste un mot, vous ne le voyez pas, mais il est à mes côtés, Pierre Priville. Donc il n'est pas dans une pièce différente. Mais il y a peut-être un écho. Écoutez, on vous entend mieux que lui. Bon, écoutez, je vais... Parce que je suis un peu plus loin du micro. Mais oui, vous aurez, comme chaque semaine, comme tous les vendredis, un document complet avec les chiffres, les données, les analyses sur la situation épidémique qui sera publié aujourd'hui par l'ARS. Voilà, ok. Et là, écoute, formidable. Et puis, une petite question, savoir, la liste de nationale, les déplacements interdépartements sont autorisés, bien entendu, à partir du 15 par du 16. Oui, ils sont autorisés à partir du 15 décembre. En journée. Dans la journée, hein, c'est ce que j'ai précisé. Très bien. Écoutez, merci mesdames et messieurs, merci monsieur le recteur, madame la rectrice, monsieur le directeur général de l'ARS. Je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien d'ici là.